Bon, bonjour à tous. Alors moi je vais proposer de commencer cet exposé sur le STO, le service du travail obligatoire. Donc on va voir qu'est-ce que c'est le STO, premièrement, et d'abord je vais vous proposer de commencer cet exposé par quelques exemples de personnalités françaises célèbres qui durent aller travailler en Allemagne à cause du STO ou le service du travail obligatoire. Alors, parmi eux, l'humoriste Raymond DeVos, le chanteur Georges Brassens ou encore Michel Galabru, que l'on connaît comme le fameux adjudant à Gerbet de la série des gendarmes. Alors avec le STO, toute une génération, alors celle des personnes nées entre 1920 et 1922, dut vivre dans la peur de travailler en Allemagne pour soutenir l'effort de guerre nazi. Alors d'autres ont aussi fait le choix de la clandestinité, et on y reviendra. Alors quelques points de contexte avant de débuter. Alors après l'invasion de la Pologne, la France déclare la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. La drôle de guerre débute jusqu'au 10 mai 1940 où l'Allemagne lance l'offensive à l'ouest. 3 jours après, le front français est percé à Sedan et les troupes franco-anglaises doivent évacuer la France à Dunkerque et le 14 juin, les Allemands entrent à Paris. Et donc le 22 juin, après une défaite fulgurante, l'armistice est signé à Paris, donc la France est divisée en deux zones, l'une occupée, l'autre non occupée, qu'on appelle la zone libre, donc au sud. Et donc enfin, après que Pétain eut reçu les pleins pouvoirs, les actes constitutionnels sont promulgués le 11 juillet 1940, marquant le début du régime de Vichy, placé sous le signe de la collaboration dès octobre 1940, après l'entrevue d'Hitler et de Pétain à Montoire. Et donc un des aspects les plus frappants de cette collaboration active du régime de Vichy fut l'obligation de ce service du travail obligatoire outre-Rhin qui entra en vigueur le 16 février 1943. Alors pourquoi et comment fut-il mis en place? Quel fut son impact dans la société française? Alors la question mériterait bien sûr sans doute plus de temps que ce que je vais vous proposer actuellement. On peut en débattre pendant 2 heures, mais déjà de 1, je n'ai pas les compétences pour, et de 2, on va peut-être pas faire une conférence de 2 heures. Mais je vous propose quand même un plan qui va exposer très brièvement les tenants et les aboutissants de cette mesure catalysatrice du mouvement résistant français. Alors on va étudier une chronologie de cette réquisition de la main-d'œuvre française au profit de l'effort de guerre allemand. On va quelles sont les différentes lois qui ont mis en place cette réquisition et qui vont donner naissance au STO. Alors ce sera ma deuxième partie. On va étudier donc sa mise en place, l'accueil de cette mesure en France même, et les conditions de vie des travailleurs requis en Allemagne. Alors, il y a eu un ouvrage d'ailleurs très intéressant à ce sujet, qui est l'ouvrage de Patrice Arnaud, qu'on verra juste après. Et donc là, c'est pour ceux qui participent, qui font leur STO, et ceux qui ne le font pas, donc qui font le choix de la clandestinité. Les réfractaires, on va étudier ce que c'est que ce terme de réfractaire et comment on survit et on vit dans la clandestinité, dans l'illégalité de ne pas faire son STO. Alors je vous propose de commencer donc toujours par cette chronologie de la réquisition, et on va voir ce que c'est que la relève. Donc le mois d'avril 1942 voit 2 événements d'importance dans l'extension de la collaboration vichiste. Alors en effet, le rappel de Pierre Laval au poste de chef de gouvernement le 18 avril 1942 coïncide avec l'arrivée en France du Gauleiter Fritz Sauckel, alors récemment nommé plénipotentiaire général du Reich pour la mobilisation et l'emploi de la main-d'œuvre. C'est son titre complet, c'est lui qui s'occupe de récupérer des travailleurs français pour les faire travailler en Allemagne. Alors celui-ci exigeait au gouvernement vichiste l'envoi de 250 000 hommes pour travailler en Allemagne, ce qui est quand même un nombre assez conséquent. Et donc le gouvernement vichiste va mettre en place une politique fondée sur le volontariat, alors un grand coup de propagande qui est mise en œuvre pour pallier à ces exigences, et donc c'est la relève, et vous avez un exemple d'affiche de propagande destinée aux Français. Alors je cite, pour sauver l'Europe du bolchevisme, il faut donner son travail quand les soldats allemands, bien sûr, donnent leur sang sur le front de l'Est. Mais cette politique de la relève est un échec. Le 31 juillet 1942, le Conseil des ministres constate que seulement 40 000 ouvriers sont partis en Allemagne. Et donc vient cette loi du 4 septembre 1942,
Afin de mobiliser plus de main-d'œuvre, Laval, avec l'aval de Zaokel, ce jeu de mots est fait exprès, procède désormais à une relève dite de réquisition. Alors concrètement, une loi est promulguée le 4 septembre 1942 qui menace de réquisition tous les hommes de 18 à 50 ans et les femmes célibataires de 21 ans à 35 ans pour effectuer, alors je cite la loi, des travaux utiles à l'intérêt supérieur de la nation. Alors en fait, il s'agit ni plus ni moins que d'aller travailler en Allemagne, ou dans les usines allemandes en France. Alors les réquisitions se font sur des critères professionnels en fonction des besoins allemands, et donc va se mettre en place ce STO pour entériner un peu plus la collaboration. Alors, comment il est mis en place? Quel est son accueil dans la population? C'est ce que nous allons voir. Les contestations furent d'abord importantes à la suite de la loi du 4 septembre 42, donc pas à la suite du STO. D'abord, dès le 4 septembre 42, on a déjà de vives contestations, et particulièrement en zone sud, qui n'est pas encore occupée par l'Allemagne. Il y a d'abord se développer des syndicats clandestins, et par exemple, le 13 octobre 42, 3000 ouvriers de la SNCF font grève en banlieue lyonnaise pour protester contre la réquisition de 30 des leurs. Et d'autres manifestations eurent lieu aussi à Tulle, en Corrèze, et ces mouvements se répandent, ils font tache d'huile, ce qui suscite l'inquiétude des préfets. Alors en partie pour calmer les contestations, le 11 novembre 1942 est lancée l'opération Anton. Alors les Allemands pénètrent en zone libre pour l'occuper militairement. Cela met bien sûr un grand coup de frein aux actions collectives du fait des répressions opérées par la Gestapo et la SIPO-SD, qui sont deux organes allemands de répression. Mais les réquisitions se révèlent toujours insuffisantes, et le 16 février 1943, Laval décrète par loi le principe du STO. Donc je le cite, pour une durée de 2 ans, tous les hommes nés entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1922 seront réquisitionnés pour aller travailler en Allemagne. Alors, dans la loi, dans le texte de loi, le détail d'aller travailler en Allemagne est bien sûr omis volontairement. On omet de le mentionner, on se contente uniquement de préciser que les requis seront affectés à, je cite, un emploi utile aux besoins du pays. Mais bien sûr, personne n'est dupe. On sait que cette loi a pour but d'envoyer des travailleurs français en Allemagne. Alors cette loi ne rend évidemment pas caduque la précédente loi du 4 septembre 1942, et la loi va prévoir des sanctions pour ceux qui se soustraient à leurs obligations. Alors ces sanctions peuvent aller de simple amende à quelques peines de prison s'étalant de 3 mois à 5 ans pour les récidivistes. Et seuls les policiers et les gendarmes furent exemptés d'un STO qui est pensé comme un substitut au service militaire en fait. Et donc lorsque le STO est instauré, le mythe selon lequel Vichy constituerait un écran protecteur face aux Allemands s'effondre définitivement. Alors, en effet, les travailleurs français furent les seuls d'Europe à avoir été requis par les lois de leur propre État, et non par une ordonnance allemande, comme ça a été le cas par exemple dans les États baltes. Donc le STO va avoir pour effet d'éloigner considérablement les Français de Vichy, notamment du fait des nombreux réfractaires qu'on abordera après avoir rendu compte des conditions de vie des requis en Allemagne. Donc c'est ma deuxième sous-partie. Donc pour cette sous-partie, je me suis principalement fondé sur l'ouvrage, donc je disais, de Patrice Arnaud, qui s'appelle Les STO, Histoire des Français requis en Allemagne nazie. C'est une espèce d'immense thèse de 2000 pages, des thèses comme on n'en fait plus, datant de 2014. Et cette thèse dresse en fait le quotidien de ces centaines de milliers de travailleurs, tout de même partis outre-Rhin. Alors la première étape de la réquisition est le voyage qui va mener le requis vers son lieu de travail pour 2 ans. Donc après réception de sa convocation, celui-ci doit se rendre à la gare, et la plupart des requis ignorent en fait leur destination. Sur le contrat de travail figure parfois le nom de la ville, qui ne dit alors souvent absolument rien aux requis, c'est des noms allemands, c'est des noms de villes allemands, et c'est totalement inconnu pour les requis. On peut citer par exemple l'exemple de ce requis qui doit se rendre à la ville allemande de Halle, alors qui est une ville qui se situe dans l'actuel land de Saxe-Anhalt. Alors je ne sais pas si vous voyez le curseur, mais c'est quelque part ici.
donc dans l'ancienne RDA, hein, voire dans l'ancien Land de Saxe. Et à la lecture du billet, hein, celui-ci ne connaît pas la localité de Halle, et il se demande si le E à la fin de la ville est-ce qu'il n'est pas de trop, et il pense, lui, à un hall de gare, il confond la ville avec un hall de gare, il se dit, mais... Enfin, je fais comment je suis envoyé dans un hall de gare, mais je n'ai pas le nom de la ville. Et donc, non, en fait, c'est le nom de cette ville de Halle, avec un E à la fin. Alors, les requis découvrent l'Allemagne par les fenêtres du train, ils sont parfois surpris de ne pas voir de dégâts matériels, hein, ce qui dément la propagande anglaise, hein, qui stipule qu'il y a beaucoup de bombardements, notamment dans le nord de l'Allemagne. Bon, en 1943, c'est pas encore le cas. Plus tard, oui, mais en 1943, on n'a pas encore énormément de dégâts en Allemagne. Et d'ailleurs, certains requis sont séduits par la beauté des paysages autrichiens, hein, ou bavarois, hein, la forêt noire. En Bavière, on a quelques montagnes. Pareil pour en Autriche, alors là, on est carrément en pleine montagne, hein, dans le Tyrol. Il suffit que le train passe dans le Tyrol, et ce sont des très jolis paysages. Hein, je ne sais pas si vous y avez eu l'occasion d'y aller. Mais il y en a aussi d'autres, alors là, qui n'ont pas la chance, hein, de passer, enfin la chance entre guillemets, de passer en Bavière ou dans le Tyrol, et qui passent par les régions industrielles de la Ruhr, hein, et qui sont inquiets à la vue de cet immense parc industriel de la vallée de la Ruhr. Alors je vous ai mis une carte, hein, de la répartition des travailleurs civils français par Gau. Alors le Gau, c'est une subdivision territoriale de l'Allemagne nazie. Donc à la date du 30 septembre 1944, vous voyez la répartition des travailleurs civils français. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette répartition, elle est uniforme. Beaucoup sont d'ailleurs envoyés à la frontière même, hein, donc en Moselle, en Alsace-Moselle, qui a été d'ailleurs annexée, hein, par le Troisième Reich, ou dans les régions fortement industrialisées, c'est-à-dire en Rhénanie, en Westphalie ou en Saxe. Et vous constatez que beaucoup moins sont présents dans les zones rurales autrichiennes et bavaroises, par exemple. Donc cette carte, hein, je l'ai tirée, hein, du livre de Patrice Arnaud, tout comme le camembert que je vais commenter juste maintenant. Donc vous voyez que la moitié travaille dans le secteur métallurgique, et d'autres dans les transports. Alors souvent, ceux qui travaillent dans les transports, ce sont les anciens employés de la SNCF, qui ont été réquisitionnés pour aller travailler dans ces transports allemands, ou parfois aussi dans le BTP, alors les bâtiments, les travaux publics, quelques travailleurs agricoles également, et très peu dans les mines. Alors pourquoi très peu dans les mines, alors que l'Allemagne a considérablement besoin de manœuvres dans les mines? Eh bien en fait, les Allemands ont plutôt envoyé les populations slaves dans les mines, qui sont considérées, d'après l'idéologie raciale, hein, nazie, comme inférieures aux populations françaises. Et par ailleurs, hein, les Français furent horrifiés, hein, par leurs conditions de travail, hein, beaucoup de Slaves sont totalement amaigris, dénutris, et se demandent en fait si, quand ils vont arriver sur place, est-ce qu'ils ne vont pas subir le même sort que ces travailleurs slaves. Alors spoiler, non. Hein, quant au salaire des requis, hein, les requis vont gagner entre 0,7 Reichsmark et 1,5 Reichsmark par heure. Alors pour vous donner un ordre d'idée, ce salaire donc est inférieur, vous vous en doutez, hein, au salaire moyen allemand, hein, qui bosse dans la même entreprise que les salaires que les Français, mais ils sont beaucoup supérieurs à ceux des Slaves, hein, qui sont vraiment payés de misère, comme je vous ai décrit leurs conditions de vie tout à l'heure. Alors, malheureusement, je ne vais pas développer encore plus, hein, je vais vous envoyer directement vers l'ouvrage de Patrice Arnaud, qui se lit très bien d'ailleurs, je vous le conseille, si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Abordons maintenant le thème des réfractaires, hein, donc de ces clandestins qui font le choix d'entrer dans l'illégalité. Et vous verrez pourquoi j'ai intitulé cette partie donc du réfractaire au maquisard. Alors premièrement, qu'est-ce qu'un réfractaire? Donc est réfractaire toute personne qui se soustrait à leurs nouvelles obligations de travail, qu'elles soient dans le cadre du STO ou dans le cadre de la loi du 4 septembre 42. Ce faisant, donc, vous l'avez compris, hein, le réfractaire entre dans la clandestinité. Et donc il y a différentes façons de devenir réfractaire. On peut anticiper sa réquisition avant d'avoir eu sa notification. Donc certains ont pu, là, avec de la chance, hein, bénéficier de la complicité de certains fonctionnaires qui prévenaient des réquisitions à venir, d'ailleurs pour permettre aux requis de prendre leur disposition. Et d'ailleurs certains médecins aussi ont également falsifié des certificats et déclaré inaptes des requis, alors qu'en fait ils n'avaient absolument rien. Alors ça c'est pour les requis qui ont de la chance. Hein.
Mais la majorité des réfractaires vont en fait entrer dans l'illégalité après avoir été notifiés et souvent ne se présentent pas au départ du train. Plus risqués, certains se sont aussi évadés de leur lieu de travail en Allemagne ou lors d'une permission en France. Mais là, c'est vraiment le plus risqué hein, pour le réfractaire. Donc on a des estimations hein, du nombre de réfractaires hein, pendant la période 43-44. Vous allez voir qu'on est sur une hausse croissante hein, de ce nombre. Alors au printemps 43, ils sont plusieurs milliers à se soustraire à leur obligation. En été 43, plusieurs dizaines de milliers. Et on estime qu'ils furent sans doute des centaines de milliers à la fin de l'occupation en 44. Et donc cela a bien sûr suscité une vive inquiétude des préfets du gouvernement de Vichy, comme certains préfets. Alors il y a un préfet en Haute-Savoie qui envoie donc des informations au gouvernement, citant que sur place le climat est totalement opposé à cette loi du STO, et que c'est très compliqué à mettre en œuvre pour eux. Maintenant, intéressons-nous aux raisons qui ont poussé les réfractaires à entrer dans l'illégalité. Alors, dès le début du STO, il y a déjà des rumeurs qui ont très vite circulé sur le sort des requis. Alors, il s'agirait d'un moyen de prendre en otage des millions de Français, au cas où des actions seraient menées contre des troupes d'occupation. Alors, c'est bien sûr des rumeurs, c'est pas du tout l'intention des Allemands, hein, qui veulent juste de la manœuvre pour soutenir l'effort de guerre, notamment contre la Russie soviétique. Donc la peur d'aller en Allemagne, hein, vous voyez que c'est la raison première. Ajoutons à cela aussi que les usines allemandes sont très souvent la cible des bombardements alliés. Les réfractaires ne souhaitent donc pas du tout hein, quitter aussi leurs proches, ce qui se comprend. Hein, voilà, donc c'est la première raison, je dirais que c'est la peur, mais il y a bien sûr aussi des raisons idéologiques et politiques. Alors le refus de devenir un esclave du Reich, hein, c'est l'expression qui était utilisée à l'époque, est fréquemment invoquée. Mais comme vous en doutez, souvent les deux motifs vont de pair. On refuse d'y aller par peur, et aussi pour des raisons idéologiques. Ou parfois on camoufle sa peur par des raisons idéologiques. Vous voyez que ces deux raisons sont très très entremêlées. Alors quel est le quotidien de ces clandestins ? Vous vous en doutez, la première priorité du réfractaire, c'est d'échapper aux recherches qui sont menées contre lui pour le retrouver. Alors l'expérience de la clandestinité, elle est souvent longue, angoissante. En effet, hein, ceux qui sont entrés dans l'illégalité au printemps 43 ont été réfractaires pendant plus d'1 an et demi. C'est quand même une très longue période, hein. Vous vous doutez que survivre pendant 1 an et demi, c'est compliqué. Il fallait pour eux, premièrement, trouver un moyen de se cacher en se réfugiant. Alors, chez des membres de la famille, pour ceux qui en ont, chez des proches, qui très souvent habitent en campagne. En ville, c'est beaucoup plus complexe. D'autres peuvent aussi travailler dans des exploitations agricoles, alors en échange du gîte et du couvert, le tout en étant couvert par une fausse identité. Et enfin, certains se cachent dans des milieux naturels spécifiques, des grottes, des forêts, etc., des petits endroits naturels, et le plus souvent, ils se cachent en collectivité. Et vous voyez où je veux en venir, hein, ce sont ces cachettes qui souvent servirent de base à la création des maquis de résistants. Donc le phénomène des réfractaires, vous le voyez, a donc constitué un élément décisif dans la formation des maquis, hein, bien que seulement 10 à 20% des réfractaires seulement furent effectivement maquisards. Alors se développent aussi des mouvements de résistance en charge d'aider les réfractaires, c'est le cas du CAD, le comité d'action contre la déportation, sous l'autorité du CNR, créé en juillet 43. Le CAD est créé en juillet 43, et il est dirigé par Yves Farge. Et ces mouvements-là distribuent des faux papiers, créent souvent des camps refuges pour les réfractaires, distribuent aussi de la nourriture. Donc pour terminer, vous voyez que le STO va achever de décrédibiliser Vichy et va ouvrir, alors selon l'expression de l'historien Fabrice Grenard, un cycle de dissidence qui va se généraliser. Et dès avril 43, le résultat il est net, il est clair, les effectifs de travailleurs envoyés en Allemagne vont chuter brutalement lors des campagnes de recrutement du régime vichiste. Alors pour cette petite présentation, donc je vous ai cité l'ouvrage de Patrice Arnaud, qui m'a beaucoup aidé. Après on a quelques petites collections sur le régime de Vichy, notamment la collection Que sais-je, hein, qui est toujours une référence pour découvrir le sujet. Marc-Olivier Baruch, qui est un très grand historien du régime de Vichy et de la résistance également.
Pareil pour Jean-Pierre Azéma, Fabrice Grenard, un peu moins connu, mais ils ont fait le livre à deux. D'ailleurs, très bon livre, hein, Les Français sous l'occupation en 100 questions. C'est un livre qui vulgarise, mais vulgarisé par des historiens, c'est tout à fait sérieux. Hein. Pareil, alors là, pour le dernier ouvrage, c'est un ouvrage plus spécialement concentré sur la résistance. Après, des ouvrages sur le STO, vous en trouvez aussi, hein, il n'y a pas que Patrice Arnaud. Il en a fait d'ailleurs un deuxième, dont là, j'ai pas le titre, mais vous pouvez le trouver aussi. Mais il n'y a pas que Patrice Arnaud qui a travaillé là-dessus, bien que ce soit l'historien principal. Donc merci de m'avoir écouté. Voilà, cette conférence va être postée sur YouTube. Donc pour ceux qui la regardent sur YouTube, je vous invite à rejoindre le serveur Discord, dont on va mettre le lien en description. Et pour ceux qui sont sur Discord, et même qui regardent la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne de Tempus Fugit. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cet exposé.